Les meneurs, épisode 22, en parenthèse, Cole Caulfield. Aujourd'hui, on reçoit un ancien combattant ultime, Patrick Côté. Obsession's going to be talent every time. You got all the talent in the world, but are you obsessed? Is it all you ever think about? Let's face it, it's you against you out there. When you walk on that court, you have to think, I am the best guy out there. I don't care if LeBron's playing. So let me ask you again. Do you love this game? Yeah. Let's go. We just gotta go hard. I go the hardest. I bring the pain. Not what you used to. It's all part of the game. Yeah, I just gotta go hard. I just gotta go hard. Bon midi, les meneurs! Comment est-ce qu'il va, le beau roux? Jean-François Drouin. Ça va super bien, mais là, j'ai un problème, j'ai un souci avec mon chiot qui n'arrête pas de fouiller partout et qui n'arrête pas de japper ce matin. Fait que ça me cause une certaine anxiété pendant qu'on tape de même, parce que là, je suis tout seul à la maison. Mais c'est pas grave. Okay. Tout le monde, je vais super bien. Bienvenue au meneur. Épisode 22. Épisode Cole Caulfield, anciennement, parce que Caulfield ne porte plus le numéro 22, mais bien le numéro 13 en hommage à Johnny Gaudreau. Beau clin d'œil, Kev, avec le 22 de Caulfield. Caulfield qu'on aime beaucoup, qui est un jeune homme qui a grandi, qui a maturé comme joueur de hockey, qui est devenu plus complet, puis qui joue un rôle de leader important au sein de ce vestiaire-là, malgré son jeune âge. Fait que c'est un beau clin d'œil qu'on lui fait aujourd'hui, lundi, midi. Ah ouais, puis il y aurait pu en avoir d'autres, on s'entend. On aime beaucoup Steve Bégin aussi, que je considère parmi les plus vrais de vrais avec son parcours inspirant. Dale Weiss aussi, qui a passé chez le Canadien de Montréal 2 fois, que j'ai bien aimé. Fait que, tu sais, on aurait pu en prendre d'autres, mais Cole Caulfield, c'est celui qui revient le plus souvent. C'est sûr que là, s'il porte le numéro 13, comme tu l'as mentionné, mais on l'a plus connu avec le numéro 22. Puis quelle saison il connaît, tu sais, puis je parle pas des points, là, je parle de sa game. Hier, je le voyais aller, tu sais, c'est sûr que les Canadiens, parce qu'aujourd'hui, on est mercredi matin, mais le show sort lundi prochain. Donc hier, les Canadiens étaient à Saint-Louis, ils ont mangé une varlope, mais il y a une couple de séquences que j'ai bien aimé l'échec avant de Caulfield, surtout sur le but de Nick Suzuki. Fait que, bref, petite parenthèse comme ça, mais j'aime beaucoup l'apport qu'il amène aux Canadiens de Montréal. Là. Ouais, puis grâce à cette modification-là dans son jeu, bien, ça va lui permettre de frôler la quarantaine pour la première fois de sa carrière. Donc, on est doublement content. Kev, aujourd'hui, c'est un gros show. Fait qu'on va pas dire se dépêcher, mais on va aligner ça dès que possible parce qu'on va recevoir Pat Côté au segment Chris de vrai parce que c'est un Chris de vrai. On a hâte de lui parler, mais avant d'amorcer l'entrevue avec Pat Côté, il faut parler de nos entrées de jeu. Puis je veux t'entendre sur... Le tien est venu me chercher parce que je consomme plus d'alcool, je bois des produits sans alcool, la bière de microbrasserie sans alcool, mais toi, tu m'arrives, tu me dis, Jeff, je veux te parler d'alcool. Vas-y. Écoute, en fait, je vais commencer par dire que je commence, plus je vieillis, plus je commence à réaliser que l'alcool, je me pose souvent la question, à quel point c'est nécessaire dans ma vie. Le nécessaire, il y a un astérisque dessus, puis là, j'imagine que tu regardes ce que ton chien fait. Je continue de parler. Ce que je disais, c'est que dans le fond, je me pose beaucoup de questions à savoir qu'est-ce que l'alcool a comme bien fait avec moi. Puis dans le fond, là, le week-end dernier, je suis allé à l'anniversaire de l'une de mes amies. Puis disons que c'était une soirée très arrosée, OK? Fait que mettons que le lendemain, je l'ai pas trop apprécié. Hey, là, c'est pas évident, moi t'avouer, mon Jeff, là, de parler devant un micro. Je suis là et je t'entends, mon chum. Let's go. Excellent. Et dans le fond, c'est ça. Je suis allé dans un party parce que c'était une soirée arrosée. Puis le lendemain, je l'ai pas trouvé drôle. Le lendemain, là, j'ai fait 3 siestes. Parce que moi, le dimanche soir, je joue au hockey. Fait que j'étais comme... Faut que je me mette sharp, faut que je me mette, tu sais, faut que je revienne dans mes bonnes dispositions, boire beaucoup d'eau, bien m'alimenter, mais c'était pas évident avec un hangover. Fait que ça m'a apporté à amener certaines réflexions dans mon quotidien que je suis comme, à quel point l'alcool est important pour moi. Tu sais, mettons qu'on fait un tableau, on pèse le pot puis le compte, je suis comme,
qu'est-ce que ça m'amène de bien, qu'est-ce que ça m'amène de mal. Le bien, c'est sûr que le côté social, ça ajoute un petit peu plus de piquant, de fun, si je peux le dire en parenthèse, même si ça, c'est juste une illusion. Mais concrètement, ça m'apporte plus de mal. Premièrement, ça nuit à ma santé, c'est pour X, Y nombre de raisons. Puis ça déborde sur plusieurs jours en termes de... Tu sais, je sais quand je bois de l'alcool en forte quantité, mettons, que ça va déborder sur mon niveau de sharpness pendant plusieurs jours. Fait que je me pose beaucoup de questions, Jeff, à savoir qu'est-ce que je fais avec ce dossier-là. Je tenais à en parler ici aujourd'hui parce que je trouve que c'est un sujet qu'on a parlé régulièrement dans les shows. Tu sais, puis je veux pas ton discours à toi, celui de Francis, celui de plusieurs invités qu'on a eus. Ça me fait beaucoup réfléchir actuellement, Jeff. Puis je sais que, tu sais, à l'âge adulte, on a beaucoup de responsabilités. Fait qu'il faut commencer à avoir ces réflexions-là pour, tu sais, se remettre en question à savoir qu'est-ce que ça m'apporte au final, l'alcool. Ben, ça apporte pas grand-chose quand tu y penses vraiment comme il faut. Puis moi, tu sais, je vais avoir 44 ans, puis d'arrêter de boire de la bière avec alcool, ça fait un grand bien. Puis ce qui est très cool, moi, je suis un amateur de bière de microbrasserie. Puis Ouais, les moi aussi. microbrasseries se sont mis à brasser de la bière sans alcool. Il y en a une tonne de copies Ouais. quand je vais à mon fournisseur de bière sans alcool, là, il y a un frigidaire plein, puis on peut se gâter vraiment avec la bière sans alcool. Le goût Ouais. est suffisant, ça se rapproche beaucoup d'une bière avec alcool. Fait que pour moi, c'est positif d'avoir arrêté de boire parce que je peux continuer de boire, mais de la bière sans alcool, ce qui est super. Fait que je suis jamais une gover, je me lève jamais une gover. Je peux boire 3-4 le vendredi soir, puis je suis correct le samedi matin. Puis je te le dis, Kev, je te suggère fortement de l'essayer. Je te dis pas de le faire pendant 6 mois, 1 an ou toute ta vie, mais je te suggère de l'essayer. Tu sais, essaye-le une semaine, 2 semaines, 1 mois, peu importe. Tu vas voir les bienfaits. Ça a vraiment des bienfaits d'arrêter de consommer. Puis je sais que tu n'es pas un grand consommateur, que tu ne bois pas tous les jours, là, mais Non, c'est ça. une fois que tu bois puis que le lendemain, tu as de la difficulté, c'est pas cool, sérieusement. C'est vraiment pas cool. Fait que Ouais. moi, c'est une Surtout suggestion que- je te fais, essaie-le, man. Tu sais, Jeff, on travaille dans les médias, tu sais, on travaille, tu sais, on a un podcast, tu sais, fait que c'est important d'être sharp, d'être aiguisé dans les meilleures dispositions possibles, comme on en parlait quelques shows préalables. Fait que, tu sais, c'est quelque chose qui me trotte dans la tête. Fait que, je vais vous en revenir avec ça, c'est certain, mais c'était juste pour implanter l'idée que potentiellement, je pourrais arrêter de boire. C'est pas fait encore, mais l'idée a fait son chemin. Puis là, ben, je suis content parce que, tu sais, veux pas l'alcool, comme je le disais, ça nuit à la santé. OK? Puis là, je sais que tu voulais me parler de ta remise en forme qui frôle beaucoup, justement. Pas mal, en fait, l'aspect de la santé. Oui, absolument. J'ai été, écoute, je viens pas ici pour me vanter, tu sais, mais de 2014 à 2018, j'ai été un marathonien, j'ai été un coureur de cross-country, je faisais du mountain bike, du vélo de montagne. J'étais vraiment une machine de guerre, pour vrai. Tu sais, je mesure 6 pieds, je pesais 188 livres environ. Vraiment au sommet de ma forme, là, je me nourrissais assez bien, buvais très peu d'alcool à ce moment-là. Puis là, à un moment donné, j'ai arrêté pour une blessure. J'ai recommencé par bout, mais je finissais tout le temps par arrêter. J'ai recommencé officiellement de 2022 à 2023 pendant 1 an. J'ai retrouvé vraiment une grande forme. Après ça, j'ai arrêté à nouveau. Puis là, depuis 1 an et demi, 2 ans, je me retrouve que je cours plus, que je fais plus de vélo de montagne, que je paresse dans mon salon, que j'écoute des séries, que je ne vais même pas marcher, tu sais. Fait que ça fait en sorte que je me suis mis à mal me nourrir également en plus. Fait que je suis passé de un gars d'à peu près 190 livres à 260. J'ai pas l'air de ça, là, mais je pèse 260 livres même, ça balance. Fait que je trouve pas ça tant drôle quand je me pèse. Fait que là, on a reçu Vicky Girard de Phoenix 360 d'un podcast au préalable, puis c'est devenu ma coach personnelle dernièrement. Puis je dois dire que j'adore son enseignement, puis je te suggère de la consulter, même si tu sais comment ça marche, sa façon différente de guider ses athlètes, parce qu'elle les appelle ses athlètes, mon gars, là, c'est merveilleux. Puis c'est elle qui m'a poussé dans le derrière à recommencer. Donc hier, j'ai commencé ça avec 30 minutes de marche rapide avec ma blonde puis le chien à l'extérieur. Ça a fait du bien, puis je dois l'avouer, j'avais mal aux jambes par après, puis je me dis, tabarnak, le marathonien, il est loin en ciboire, fait que ça a fait vraiment du bien à mon mental, parce que ça a été un phénomène de devoir accompli, tu sais.
J'avais dit à Vicky que j'allais courir tôt le matin, mais j'ai passé droit un peu ce matin-là. Je voulais me lever tôt. Je me suis levé plus tard, fait que ma journée a commencé tout de suite à écrire des textes pour la poche bleue. Puis à un moment donné, j'ai eu mon lousse où j'ai pu aller marcher avec ma blonde et les chiens, puis je te le dis, ça a fait du bien. Vicky a dit, envoie-moi une vidéo quand tu l'auras fait. C'est ce que j'ai fait, puis tantôt, on va poursuivre là, ce nouveau processus-là de se rebâtir. Puis en plus de ça, ben, je suis en train de me magasiner un vélo de montagne pour pouvoir recommencer à aller me perdre dans le bois parce que ça me fait du bien de partir tout seul, aller déconnecter dans le bois. Puis quand j'arrive à destination, je mets le bike à terre, je m'étends au sol, je regarde le ciel, puis c'est merveilleux. Fait qu'on veut retrouver ce mindset-là un peu là, lors des prochaines semaines parce que mon but, c'est de recourir un marathon, c'est de recourir un cross-country de 60 km dans le bois. C'est ça qui est le but ultime à travers cet objectif-là, parce qu'on le sait, nous, nos rêves, on transforme ça en objectif ou en but ultime. C'est bien important, parce que c'est comme ça qu'on les réalise. Fait que voilà, la remise en forme est repartie depuis hier, mardi, le 25 mars. Je le répète, on tape le 26 mars et on diffuse le lundi suivant. Bref, très content. C'est important. C'est important que tu aies pris le pas. C'est important, honnêtement. Ça prenait juste ça, je te le disais à chaque jour. Déjà, je dis, faut que tu prennes le premier pas. Puis à partir de là, ben, quand tu poses des actions, généralement, les bonnes choses arrivent. Puis justement, moi aussi, j'ai recommencé à courir récemment. Tu sais, moi, j'ai couru tout l'été passé parce que je jouais pas au hockey durant l'été. Fait que, tu sais, j'ai couru une bonne partie de l'été, pas mal à tous les jours, je te dirais, sauf, mettons, les journées de déluge dehors, là. Mais courir, là, ça l'apporte, là, ben, faire du sport en général, ça l'apporte une satisfaction, un sentiment du devoir accompli. Je sais pas, là, ça te donne du gaz, sérieux. Tu vas courir dehors, tu penses que ça va te brûler? Non, ça va te donner du gaz pour le reste de ta journée. Fait que moi aussi, j'aime mieux courir le matin, personnellement. Ouais, c'est un remède pour l'anxiété également. Tu sais, oui, les pilules, oui. Tu sais, il y a plusieurs choses pour contrer l'anxiété, pour la gérer, mais l'activité physique, ça fait du bien au coco en tabarnak. Mais puis là, je pense que it's time! It's time en tabarnak. On accueille Pat Côté. On est vraiment, vraiment, vraiment content de l'avoir avec nous, qui est un 14e ou 15e invité qui va venir nous parler de son parcours, de sa retraite, de son renouveau, de tout ce qu'il fait, parce qu'il en fait pas mal des choses. Salut, Pat! Salut, boys, ça va bien? Yes, ça va bien, toi? Ouais, très bien, merci. Ben écoute, merci d'avoir accepté notre invitation. Comme j'ai dit avant d'entrer en ondes, c'est un honneur pour nous de te recevoir aujourd'hui, compte tenu de ton mindset, de ton parcours qui nous rejoint énormément, mon cher Pat. Ça fait très plaisir d'être là. Puis Jeff, félicitations pour ton défi de te remettre en shape. Moi, je respecte beaucoup ça. Merci beaucoup, Pat. Écoute, je veux qu'on rentre d'entrée de jeu dans ta jeunesse. Parce que moi, je me questionne à quel moment tu as voulu aller dans l'armée, puis à quel moment tu as décidé d'être un combattant. Tu sais, parce que nos rêves de TQ, on veut être policier, on veut être chanteur, on veut être camionneur, mais toi, ton rêve, c'était-tu d'être un combattant ultime? Non, pas du tout, mais ça a toujours été le sport a toujours fait partie de ma vie. Tu sais, moi, j'ai pas joué au hockey, mais j'ai joué au soccer. J'ai joué au soccer quand même de très haut niveau quand j'étais jeune. J'ai joué sur circuit élite québécois. J'ai joué contre Patrice Bernier. Sur circuit élite québécois, j'ai joué pour l'équipe du Québec aussi. Donc, moi, c'est vraiment le soccer. Donc, ça a toujours fait partie de ma vie, le sport aussi. Puis à un moment donné, j'ai découvert le golf. Moi, j'étais un grand amateur de golf. Puis je voulais devenir golfeur professionnel, moi, quand j'étais plus petit. Okay. Demande-moi pas où ça a chiré. Là. À un moment donné, je me suis en allé dans le sport de combat, mais quand je suis rentré dans l'armée à Québec, autour de 18-19 ans, j'ai commencé à boxer sur mon propre temps. Il y avait une école de boxe là-bas qui s'appelait le Cogneur. J'ai commencé à boxer là, puis j'étais arrivé quand même j'ai appris ça quand même assez rapidement. Puis je suis comme tombé en amour avec ce sport-là, puis c'est ça. Wow, OK. Ben, c'est quand même un gros pas là, que tu as fait, je veux dire, de se dire, hey, je veux devenir golfeur professionnel, hey, je vais manger des coups à chaque soir ou à chaque pratique ou peu importe. Fait que c'est quand même un méchant gap, là. Puis est-ce que il y a quelque chose qui t'a inspiré particulièrement, tu sais, une personne qui a fait en sorte que, hey, j'ai envie de faire comme cette personne-là? Non, pas vraiment. Écoute, honnêtement, là, les gars de ma génération, on a tout appris quand on a loué les Ultimate Fighting, les UFC 1, 2, 3 au Vidéotron en cassette, puis c'était de la boucherie. Ouais. Les gars se battaient 3 fois par soir dans la même soirée, tu sais. Mais je sais pas, c'était juste le thrill, puis honnêtement, j'ai fait mon premier combat amateur
Ben, dans ce temps-là, il n'y avait pas vraiment d'amateurs, là, mais ils appelaient ça amateur. J'avais 19 ans, puis je me suis fait donner une méchante volée, puis je suis quand même tombé en amour avec cette espèce d'adrénaline-là. C'est quelque chose que tu ne peux pas recréer nulle part d'autre ailleurs. Donc, je suis tombé en amour avec ce sport-là, puis après ça, ben, j'en ai fait ma carrière, mais malgré que, en 2004, quand je suis rentré à l'UFC en premier coup, le succès d'un Canadien français, je te dirais, dans cette organisation-là n'était pas très élevé, le pourcentage de succès. Mais bon, je veux dire, moi, j'étais plus heureux dans l'armée. Je suis sorti de l'armée pour essayer de faire carrière là-dedans. Ça a bien tourné, mais ça a été vraiment un 25 cents que j'ai lancé dans les airs. Puis mettons, tu sais, parce que tu sais, on s'entend, là, être combattant du UFC, ça prend une certaine préparation, autant physique que mentale. Est-ce que tu avais une routine particulière? Est-ce que j'imagine que tu avais des meal plans aussi qui faisaient en sorte que tu combattais? Puis j'imagine que tu t'ajustais de combat en combat. Mais comment ça se passait à ce niveau-là? Parce que on sait que dans l'armée, ils t'apprennent un peu c'est quoi la discipline et tout ça. Est-ce que ça t'a aidé dans ta carrière professionnelle de combat? J'imagine que oui. Ouais, mais moi, je suis sorti de l'armée, ben, j'étais tanné de la discipline. Là. Tu vas dire, ouais, c'est pas la base de l'armée. C'est ça pareil. Mais moi, j'étais un bon soldat sur le terrain. Tu sais, sur le terrain, j'étais un des meilleurs soldats en garnison, avec les inspections. Puis j'avais bien de la misère avec ça, avec cette espèce de discipline-là qui ne me donnait pas rien de plus à mon métier que moi, j'aimais. Tu sais, me couper les cheveux ici puis avoir l'air d'une graine. Honnêtement, ça me faisait pas courir plus vite. Tu comprends? Fait que ça, j'avais de la misère à m'ajuster. J'avais de la misère à m'ajuster de ça. Mais c'est vrai que la discipline que j'ai acquérie dans l'armée m'a donné une discipline pour vivre une vie d'athlète. Parce que oui, être un athlète, c'est quelque chose, mais il faut que tu vives la vie avec si tu vas avoir du succès là-dedans. Puis tu parlais, j'avais une routine. Moi, j'ai tout le temps, même si j'étais tout seul dans l'octogone à combattre, c'est un sport d'équipe. Tu peux pas devenir bon juste en frappant sur un sac de sable dans ton sous-sol. Ça te prend des entraîneurs, ça te prend des partenaires d'entraînement qu'il faut que tu prennes soin, puis il faut que tu en aies aussi. Moi, la majorité de mes partenaires d'entraînement, quand je me battais, c'était pas ça leur vie, eux autres, d'être combattants. Là. C'était des gars qui rentraient à job le lendemain. Mais quand même, quand je me préparais pour un combat, ils étaient là présents, puis ils m'aidaient à devenir meilleur pour que moi, je puisse vivre de cette passion-là, de ce métier-là. Donc, ça prend des partenaires d'entraînement, ça prend des entraîneurs, ça prend des thérapeutes, ça prend des nutritionnistes. C'est un travail d'équipe. C'est toi qui reçois toute la gloire quand tu gagnes le combat, mais c'est important de faire comprendre au monde que tu n'es pas tout seul là-dedans non plus. Puis, Pat, tu parlais d'adrénaline d'entrée de jeu quand tu te ramasses dans l'octogone, mais avant d'être dans l'octogone, as-tu la chienne? T'es-tu nerveux? Y a-tu de l'anxiété? C'est qu'est-ce qui te traverse comme émotion à ce moment-là? Moi, j'ai appris une phrase qui a changé toute ma vie, là, c'est contrôler le contrôlable. Donc, la raison pourquoi que je parle de ça, parce que j'en parle, c'est que je donne beaucoup de conférences à travers le Québec, puis cette phrase-là sort beaucoup, puis j'explique cette phrase-là, c'est que c'est sûr que la journée du combat, maintenant, tu t'aperçois que tu ne vas pas cueillir des fraises non plus, là, c'est sûr qu'il y a une espèce de momentum je sais pas, d'encouragement ou je sais pas, de motivation qui rentre dans la ligue de compte dans la journée, mais je n'étais pas nerveux, j'étais plus excité d'autres choses. Parce que contrôle contrôlable, ça veut dire que tu as fait tout ce qu'il fallait pour arriver dans la meilleure version de toi-même. Okay? Fait que, moi, quand j'arrivais, c'était le soir du combat, j'arrivais puis j'avais pas triché dans mon entraînement, j'avais pas triché dans ma diète, j'avais pas triché dans les sacrifices qu'il fallait que je fasse pour m'occuper du monde social, pour être vraiment focusé sur mon combat. Donc, si ce soir-là, ça arrivait que je perdais, ben soit que c'était pas ma soirée ou c'était mon adversaire qui était meilleur que moi ce soir-là, mais ça m'enlevait la culpabilité de dire « Ah, j'aurais peut-être dû faire ça, j'aurais peut-être dû faire ça. » Donc, c'est sûr que deux gars d'une cage qui se tapent dessus devant 20 000 personnes, c'est pas commun. On s'entend, là, c'est pas normal. Là. Mais tout ce qui englobe ça, la marche vers l'octogone, 20 000 personnes qui chantent ton nom, qui taillissent comme ça m'est arrivé au Brésil. Ça arrive partout. Bruce Buffer qui crie ton nom. La porte se ferme, tu es tout seul avec l'autre. Il y a beaucoup de choses qui se passent entre les deux combattants que le monde, même si c'est les premières rangées, ils ne comprennent pas. C'est spécial, c'est dur à expliquer. Puis écoute, tu parlais justement d'une citation qui te suit depuis longtemps. Moi, j'en ai une autre, OK, que tu as dit au fil des ans, puis moi, qui m'a particulièrement interpellé, OK, puis ça frôle un peu ce que tu viens de dire, c'est « L'échec est formateur tant que nous sommes disposés à écouter ses enseignements ». Qu'est-ce que tu veux dire? C'est quoi le message derrière ça, au final? Moi, j'encourage, quand je vais faire des conférences dans des écoles, j'encourage les jeunes à se planter, à échouer. Mais là, c'est pas échouer leurs examens scolaires.
Ce que je veux dire par là, c'est que quand on a peur d'échouer, c'est parce qu'on veut vraiment faire quelque chose, puis des fois, tu as peur de te planter ou de quoi. Moi, la meilleure chose qui m'est arrivée dans la vie, c'est d'avoir perdu mon premier combat à l'UFC. C'est la meilleure affaire qui m'est arrivée, parce qu'après ça, tu es capable de trouver tes défauts puis de t'améliorer. C'est sûr que la pire chose que tu vas dire à un athlète, c'est « Hey, tu sais quoi, tu apprends bien plus en défaite que dans la victoire. » Il ne faut pas dire ça tout de suite après une défaite. Après ça, tu te rends compte que c'est vrai, c'est une phrase qui est la réalité, mais que tu ne veux pas l'entendre. Fait que, si tu essaies des choses, puis j'ai parti des entreprises qui ont marché, qui n'ont pas marché, mais c'est avec ça, c'est en te plantant que tu vas découvrir tes bonnes tes qualités ou tes habiletés encore plus. Puis, sortir de sa zone de confort, ça a l'air niaiseux à dire. Tout le monde l'entend, tout le monde le dit, mais c'est ça pareil. Puis quand tu as peur de sortir de ta zone de confort, ben, c'est justement ça. C'est que tu as peur de te planter, tu as peur de « Ah, je vais échouer. » Who cares? On s'en fout. Essaye quelque chose, plante-toi. Puis après ça, ben, tu te plantes une fois, tant pis, mais tu te plantes 2 fois. Là, il faudrait peut-être que tu apprennes à quelque part quelque chose. Mais, hey, go for it. Oui, puis j'aime ton discours, Pat. Puis moi, je veux savoir, tu es un combattant. C'est quoi la différence après une défaite puis après une victoire? Ton mindset doit être différent, assurément. Là. Ben, écoute, moi, j'étais un braillard, fait que je braillais même quand je gagnais. Là, mais tu sais, je te dirais que c'est tellement un rush d'adrénaline qu'après ça, ben, quand ça tombe, tu arrives dans le vestiaire, tu es comme « Ah, oh, fuck, OK, c'était tellement haut. » Puis, pour vrai, j'arrivais dans le vestiaire d'un fois, puis après une victoire, mon coach, il me dit « Hey, au deuxième round, c'est écœurant, est-ce que tu m'en souvenais pas? » Tu sais, tu rentres dans une espèce de Twilight Zone. J'ai réécouté les combats après, puis je regardais ça, je dis « Ah ouais, je me souvenais pas que j'avais fait ça. Ah ouais, je me souvenais pas que j'avais fait ça. » Parce que l'entraînement, c'est ça que ça sert. C'est que tu peux pas penser. Il faut que tout soit d'une manière réflexe ou ça soit. Aussitôt que tu commences à penser dans un combat, tu perds la fraction de seconde, puis ça, c'est fini. T'sais. Fait qu'il faut que ça soit rodé, puis que ça soit répété. C'est sûr que gagner, tu sors de là, puis tu te sens le plus fort du monde, c'est sûr, mais c'est toujours un travail à recommencer aussi. Perdre, j'ai appris avec le temps. Au début, tu te sens. T'as honte. T'as honte envers le monde qui me critique, la foule, pour vrai, leur opinion m'importe peu. Pour vrai, ça me dérangeait pas que le monde ait dit « Ah, il est pourra. » Moi, ce qui me dérangeait, c'est de revenir au gym, de regarder mes partenaires d'entraînement, puis de sentir que je les avais laissés tomber à cause que j'avais perdu. Pendant longtemps, je me suis senti comme ça. Puis à un moment donné, ben, je me suis assis, plusieurs mondes qui me parlaient, me parlaient d'entraînement, puis ils étaient « Hey man, tu gagnes ou tu perds, nous autres, ça ne change rien dans notre vie. Là, on va être là pareil. » Puis quand tu es dans une bonne équipe, quand tu as une bonne base, ben, à cette heure, tu sais que, regarde, peut-être tu vas mal performer, ou ben non, tu vas bien performer, tu vas perdre, ça m'est arrivé aussi. Mais quand tu reviens, c'est dur de. Tu sais, le monde qui sont mis des sacrifices aussi pour te rendre meilleur, puis là, tu n'es pas capable de leur retourner la faveur en gagnant un combat. Des fois, c'est ça qui est rough à revenir au gym. Là. Ah, c'est sûr que oui. Puis tu sais, veux pas te sûrement dans ta carrière aussi des combats qui t'ont plus marqué que d'autres. Mettons, c'est sûr que c'est un combat pas un combat, c'est un sport extrêmement difficile. Ça doit être physiquement demandant, puis mentalement aussi. Mais est-ce qu'il y a des combats justement qui t'ont fait comme hey, ce combat-là, j'aurais aimé ça, j'aurais pu avoir un résultat différent, mettons, dans une défaite, par exemple. Parce que, tu sais, mettons, je prends l'exemple du combat en 2008, le combat de championnat du monde contre Anderson Silva, tu t'es blessé au genou. Tu sais, c'est des affaires, des fois, que tu peux pas contrôler, ça arrive. Mais est-ce qu'il y a des combats que tu as trouvé plus difficiles que d'autres? Ben, tu vois, ça a été long de faire la paix avec cette situation-là, tu sais, parce que dans la même journée, j'ai eu le plus beau moment de ma vie, puis j'ai le pire moment en 15 minutes. Tu comprends? Ça a été très, très rapide. Tu sais, tout combattant ou toute personne qui font des combats d'arts martiaux mixtes maintenant, leur rêve, c'est de se battre au championnat du monde du UFC. Puis honnêtement, moi, j'ai tout le temps dit, tu sais, j'étais pas un grand athlète, là, tu sais, j'étais pas un combattant inné. J'avais pas ces habiletés athlétiques-là innées, tu sais. J'ai travaillé très fort, pas plus fort qu'un autre, mais j'ai travaillé super fort pour me rendre où je suis rendu là. Puis, je pense que je me suis rendu à un niveau très haut, niveau élite, à cause de ma tête de cochon, puis à cause que j'ai un gros cœur, puis à cause que j'ai l'esprit ouvert aussi. Je prenais les conseils de tout le monde, puis j'écoute, puis c'est ça que je faisais. Je pense que ça m'a amené à un autre niveau, puis il y a du monde qui ont bien plus de talent que moi, qui se battront jamais pour le championnat du monde, parce que le talent rendu à ce niveau-là, c'est pas tout dans la vie non plus. T'sais, il faut que tu aies l'espèce de will, l'espèce de vouloir donner le deuxième effort. Et je pense qu'avec
le peu de qualité athlétique innée que j'avais, moi, au début, ça m'a amené à forcer encore plus fort, donner deuxième effort, de faire un round de plus, pousser encore plus au gym. Je pense que ça m'a amené cette espèce de résilience-là. Mais ce combat de championnat du monde-là, c'est sûr que tu te dis, je ne peux pas croire que mon corps me laisse tomber dans le plus beau moment, le plus grand moment de ma vie. Donc, ça a été quand même long de faire la paix avec ça, parce que ça a toujours été un peu un unfinished business. Puis le combat, ça allait bien. Je ne dis pas que je suis en train de le gagner, mais je n'étais certainement pas en train de le perdre non plus. Fait que, tu sais, on était rendu où ce qu'on voulait, puis rendu au troisième ordre, ben c'est ça. Mon genou m'a lâché. J'aurais quasiment aimé mieux qu'il me knock, que je m'en souvienne pas, que comme ça, je me dis, t'es-tu sérieux? Quelle coyote interrompue, man. C'est quasiment. Bon, ça entend plus une blessure au genou, ça a des effets à long terme. Tu as eu plusieurs opérations justement à ton corps au fil des années, de ce que j'ai cru comprendre également. Hein. Ouais, je me suis fait opérer 8 fois dans les 2 genoux, 2 fois la main, je me suis fait nettoyer 2 fois le coude aussi. Le corps, c'est correct. Tu sais, le corps, j'ai appris à vivre avec la douleur, j'ai appris à vivre avec ça. Moi, tant que ma tête est correcte, tu sais, c'était ça le plus important. Bon, dans la vie de tous les jours, ça ne sert à rien, mais moi, j'avais une bonne capacité d'encaisser. Tu comprends? Fait que dans mon sport, ça m'a beaucoup aidé. J'avais un bon menton parce que Puis ça, tu ne peux pas t'entraîner au gym. Tu sais, tu l'as ou tu ne l'as pas. Tu ne peux pas aller au gym et dire, hey, frappe-moi dans sa gueule, puis ça va améliorer ma capacité d'encaisser. On va faire le contraire, je le confirme. Fait que fais pas ça. Mais c'est juste de la manière comment ton ossature est faite, comment tu roules avec les coups. Tu peux avoir une meilleure capacité d'encaisser. Moi, c'est ça que j'avais. Tu sais, en 15 ans, je ne me suis jamais fait passer de knockout. Je me suis fait ébranler 1-2 fois, mais tu sais, mon mentor m'a sauvé une couple de fois dans des échanges. Je me suis ouvert les yeux. Je dis, OK, je suis encore là, cool. Fait que ça m'a aidé. Mais dans mes 2 derniers combats, je me suis fait faire plier les genoux quand même. Puis, pas parce que mon mentor était moins bon, c'est juste parce qu'à un moment donné, les coups, tu les vois moins venir. Puis, tu ralentis. Puis, avec l'âge, je me suis dit, Kim, si j'avais pogné vraiment un gros cogneur, ça se peut que je m'aurais fait knocker. Fait que moi, depuis le jour 1, je me suis tout le temps dit, je ne veux pas faire le combat de trop. Le combat qui va te laisser des marques où le monde va se rappeler du dernier combat. Fait qu'aujourd'hui, le monde, il me parle de ma carrière à la place de mon dernier combat que j'ai perdu, mais le monde s'en torche parce qu'il me parle de ma carrière aujourd'hui. Fait que je pense que je l'ai sorti dans le bon moment. Puis tu t'es retiré en 2017, si ma mémoire est bonne. Ouais. Ça a pris combien de temps avant que tu dises ça va être mon dernier combat, c'est fini? Tu penses-tu à ça longtemps d'avance, ta future retraite? Tu sais, c'est sûr que moi, le combat contre Donald Cerrone, c'était un combat pivot pour moi parce que j'avais comme donné une 3e vie à ma carrière à 170 livres. Puis là, ce combat-là contre Donald Cerrone, c'était mon avant-dernier combat. C'était un combat pivot. Donc, je me disais, OK, si je gagne ce combat-là, je suis reparti pour un autre title run. Ou si je perds ce combat-là, ben là, tu sais, j'avais 36 ans. J'étais en fin de carrière, mais ça allait quand même super bien. Tu sais, j'avais comme retrouvé la fontaine de jouvence, on dirait. Puis finalement, ça a été un combat vraiment mauvais. Tu sais, pour moi, ça a été une mauvaise soirée pour moi, puis ça a été une très belle soirée pour lui. Malheureusement, ça s'est fait ici au Canada, à Ottawa. Puis après ce combat-là, j'ai fait OK, fuck. Tu sais, j'étais déçu de ma performance. Puis on avait déjà parlé, ma femme puis moi aussi. Ma femme était enceinte de ma première fille. Fait que, tu sais, ça change beaucoup les choses aussi. Puis j'étais en fin de carrière. Fait que quand je me suis battu contre Thiago Alves, mon dernier combat, 2 mois avant le combat, tu sais, je m'étais tout le temps dit, cette année, je me réveille le matin et je me dis, fuck, ça ne me tente pas d'aller au gym un matin. Ça va être le temps de dire, OK, là, c'est assez. Tu sais, tu ne peux pas te présenter un combat à 50, 75%, c'est bien trop dangereux. Je me suis présenté souvent à 100% et j'ai perdu. Fait que imagine, si tu te rends là, tu sais, mentalement, que tu n'es pas prêt. Fait que 2 mois avant le combat, je suis allé voir mon coach. J'ai dit, ça va être mon dernier combat, mais je ne veux pas qu'on en parle à personne. Je ne l'ai pas dit à personne, je ne l'ai pas dit à ma femme, je ne l'ai pas dit à personne. Fait que, parce que je voulais vivre ces moments-là pour moi. J'ai fait très égoïstement. Je me suis dit, je vais être le seul à savoir si ma dernière coupe de poids, le seul qui va savoir, ça va être ma dernière marche vers l'octogone. La dernière fois, Bruce Buffer va me dire, va crier mon nom. Je ne voulais pas partager ces moments-là avec personne. Puis même ma femme ne le savait pas. D'habitude, ma femme, elle suit partout. Sauf que là, je me battais à Buffalo. On s'entend, il n'y a rien à coller ici à Buffalo. Tu comprends? Juste à la maison. Puis de toute façon, ma fille, elle venait de naître. C'était encore un bébé. Là. Fait que c'est ça. Fait que, après le combat, j'ai perdu le combat dans une guerre. Vraiment une guerre avec Thiago Alves, un autre vétéran, un ami, pour vrai. Là, puis
j'ai saigné, j'étais content d'avoir saigné à mon dernier combat. C'était un dernier combat qui m'a vraiment représenté. Puis après ça, j'ai mis mes gants dans le centre de l'octogone. Puis d'habitude, ils passent pas en entrevue les perdants. Mais Joe Rogan est venu me voir. Puis là, il m'a passé en entrevue. Il m'a donné la chance de dire bye à mes fans, de dire merci à l'organisation. Puis de sortir d'une manière que j'aurais voulu faire si j'avais gagné. Tu comprends? Fait que je suis sorti de là. Puis j'ai appelé ma femme après. Tout le monde broyait à la maison en regardant le. Puis elle dit non, t'as bien fait. Tu te devais ça à toi-même avec tout, après 15 ans de sacrifice. De garder ça, de ne pas partager ça, ces moments-là, t'as bien fait. Ben écoute. Bon, vas-y, Jeff. Puis après ce combat-là, ta future carrière était déjà dessinée. Tu savais que tu allais dans les médias, ces choses-là. Puis tu as plein de choses en parallèle également. Là. Mais ta vision de la retraite, à ce moment-là, ça devait t'aider de savoir où tu t'en allais, tu sais. C'est sûr que c'est plus facile. Puis, tu sais, j'ai fait une transition à la retraite, mais tu sais, j'étais encore agrippé à ce sport-là en tant qu'analyste. T'sais. Moi, ça fait 17 ans que je suis la voix officielle de l'UFC en tant qu'analyste. On a commencé en 2008. Là, ça fait que Jean-Paul et moi, ça fait 17 ans qu'on décrit les combats. C'est une éternité. Là. Mais surtout en télé aujourd'hui, c'est sûr qu'on est, on est employé de la compagnie américaine et non pas ici des réseaux québécois. Mais il reste que c'est sûr que ça fait une glissade un petit peu plus quand tu restes accroché au sport, quand tu restes dans le mix quand même. Mais prendre retraite, c'est pas facile. Moi, j'avais préparé mon après-carrière le plus possible pour être capable d'y aller. Puis, il y a Patrice Brisebois qui m'avait dit à un moment donné, il dit, tu sais, Pat, t'as bien beau avoir 50 millions dans ton compte de banque. Quand tu prends ta retraite, si t'es pas préparé, tu vas te crasher. Là. Tu vas devenir un joueur, tu vas devenir alcoolique. Parce que tu vas aller tenter d'aller rechercher ces feelings-là que tu ne peux pas recréer dans la vie de tous les jours. Fait que quand j'ai pris ma retraite, j'étais préparé pour. J'étais assez busy, j'étais assez occupé pour pas juste penser ça. Sauf que je te dirais que le premier lundi, après que j'ai pris ma retraite, que ça fait 15 ans que tu es supposé être au gym, puis là, le bébé pleure, le chien court dans le salon, tu es là, calé, je suis pas supposé être ça, moi, je suis supposé être au gym. La réalité frappe assez vite. Ah, c'est clair. Puis, tu sais, tu as eu quand même une belle carrière, Pat, on va se dire. Tu sais, 34 matchs officiels en MMA, c'est quelque chose, dont 23 victoires. Mais, tu sais, je considère ça comme une carrière triomphante, on va dire ça comme ça. Mais est-ce que tu as eu des moments dans ta carrière où ça a été comme plus down, plus difficile, où tu étais comme, ouf, tu sais, il me semble qu'aujourd'hui, je resterais chez nous, puis, tu sais, je collerais tout ça là. Est-ce que c'est déjà arrivé dans ta carrière? Ben, en 2010, tu sais, moi, je m'étais battu pour le championnat du monde en 2008. Je me suis blessé. Mm-hmm. Après ça, un an et demi après, je suis revenu à l'UFC 113 à Montréal. Puis là, j'ai perdu d'une façon controversée contre Alan Belcher. Puis après ça, l'UFC 121, je me suis battu en Anaheim contre Tom Lawler, peu importe. Puis j'ai perdu ce combat-là aussi. Fait que là, j'étais 3 défaites de suite. Puis là, l'UFC m'a sacré dehors. T'sais. Fait que là, tu sais, j'ai 30 ans. Puis là, je fuck, je peux pas croire que je suis prêt à refaire ces sacrifices-là. Puis ça a été rough, ça, pour vrai, ça, de me faire mettre à la porte de ça. Puis je comprends, c'est une business, puis it is what it is. Puis j'ai passé 3 mois à l'extérieur. Je suis pas allé au gym pas en tout. J'ai passé 3 mois à l'extérieur du gym. Puis je me suis dit, mec, j'y retourne, je vais savoir si le feu est encore là. T'sais. Puis 3 mois après, je suis revenu au gym, j'ai mis le pied sur le tapis, j'ai fait OK, let's go, on va essayer de revenir au UFC, qui est pas facile quand tu te fais mettre dehors une première fois. Puis mon premier combat de retour, je te dirais que 2 ans avant, je me battais pour le championnat du monde à Chicago devant 25 000 personnes. 2 ans plus tard, pour retenter de revenir à l'UFC, je me battais à Blainville devant 750 personnes. C'est rough sur l'orgueil, je te dis, là. Sauf que cette passion-là m'a donné je sais pas, cette résilience-là de vouloir revenir à l'UFC. J'ai gagné 4 combats de suite, puis après ça, en 2012, l'UFC m'a re-signé pour les 5 dernières années de ma carrière. Ah, mais quand même, c'est fort quand même. Mais tu sais, ils t'ont appelé justement The Predator. Ça vient de où ce surnom-là? Ça date-tu de ton temps à l'UFC? Ça date-tu d'avant? D'où est-ce que ce surnom-là t'a été collé? Ça date d'avant, de ma première équipe qui s'appelait Team Union à Québec. Je n'étais pas à l'UFC encore, puis comme je t'ai dit tantôt, je n'étais pas très bon au début. J'avais pas ça inné en dedans de moi. Mais je voulais tellement devenir bon qu'après chaque entraînement,
je demandais à quelqu'un de faire un round de plus. Je demandais à quelqu'un de faire un roll de plus. Tout le temps. Puis il me disait tout le temps, OK, tout est comme un predator. Tu cherches une nouvelle proie. Ça a comme resté. Ça a comme resté. Puis, au début, moi j'étais un grand fan de Rocky. Puis dans Rocky 3, Apollo Creed, à il s'appelle The Master of Disaster. Puis moi, c'était ça mon nickname au début. Puis mon gérant était dans l'époque, il dit là, c'est l'air calvaire pour pouvoir faire. J'ai resté avec The Predator. Ouais, puis ta toune d'entrée, honnêtement, là, moi, elle me donne des frissons en esti. Ouais, la toune, ça, là, c'est drôle parce que j'ai reçu plein de demandes, toutes sortes, vraiment fucked up là, dans ma carrière. Puis ce gars-là, il est arrivé un moment donné. Puis Johnny Rook, puis il dit « Hey man, j'aimerais ça te faire une toune d'entrée. » Puis il y en a plein qui m'ont proposé plein d'affaires. Puis honnêtement, j'étais comme « Hey bro, si ça peut t'amuser, là, fais-le, ça me dérange pas. » Fait que là, il me dit qu'il a travaillé déjà avec DMX, tout la kit. Puis j'étais comme « Yeah, right. » Est-ce que je le croyais? Pas vraiment. Puis genre 2 mois plus tard, il m'a envoyé un MP3 sur mon email. Puis il dit « Gars, j'ai fini, j'écoute ça. » Là, je fais check bien la dompe, ça va être. Ça donne qu'il y avait beaucoup de monde chez nous parce qu'on faisait un souper, puis je pars ça. Là. Hey, je te dis, j'étais comme, ben voyons donc, c'est fort, c'est très, très fort. Puis la toune est vraiment bonne pour vrai. Ouais, solide. Ouais, puis j'ai jamais pu la prendre pour faire mon entrée à l'UFC parce que tu n'as pas le droit d'avoir des chansons personnalisées à l'UFC quand tu rentres. Mais ça a été quelque chose. Fait que t'as finalement cru le gars qui a travaillé avec DMX au préalable. Écoute, j'ai jamais cherché si c'était vrai, mais au moins, il a livré quelque chose de solide, par exemple. Et je me demandais, pour continuer sur l'UFC, c'est comment parce que j'imagine que tu le côtoyais au day-to-day, c'est comment de côtoyer Dana White? T'sais, on le voit souvent à l'écran, c'est une personne charismatique, tout, il y a beaucoup d'opinions sur beaucoup de choses. C'est comment de le côtoyer au quotidien? Ben, Dana, moi j'ai son numéro de téléphone, hein, je l'appelle, il va me répondre, mais j'ai toujours une belle relation avec l'UFC parce que moi, à mon premier combat à l'UFC contre Tito Ortiz, j'ai comme sauvé le show, parce que Tito Ortiz avait perdu son adversaire en main event du UFC, puis 50, puis dans ce temps-là, c'était pas populaire comme aujourd'hui, fait qu'il ne pouvait pas se permettre de perdre Tito Ortiz, qui était le poster boy de l'UFC dans ce temps-là. Fait que moi, j'ai remplacé à 4 jours d'avis, puis j'ai un peu sauvé cet événement-là. Fait que depuis ce temps-là, j'ai toujours eu une bonne relation avec eux autres. T'sais. Sauf que, justement, en 2010, quand ils m'ont sacré dehors, je me suis aperçu que c'était mon boss et non pas mon ami. Ouais. C'est un businessman. Écoute, c'est un gars c'est ça, c'est un homme d'affaires. C'est un homme d'affaires, puis tu peux le critiquer, tu peux l'aimer, peu importe, mais jamais que l'UFC serait rendu ce qui est rendu là si ça n'avait pas été un gars comme lui à la tête de l'UFC. C'est un gars qui ça prenait des couilles, qui se foutait qu'est-ce que le monde pensait, qui a poussé les limites de ce sport-là aussi. Rappelez-vous, pendant la pandémie, là, c'est le premier sport qui est revenu compétitif pour tout le monde. Puis tout le monde le traitait de cave, tout le monde le disait, ben voyons donc, ça se fait pas. Ben non, il a construit un édifice, il a construit l'Apex pour ça, puis il l'a utilisé. Tu sais, il se fout pas mal de ce que le monde pense de lui, puis il se fout pas mal des opinions, puis si tu lui dis que tu peux pas le faire, ben il va le faire. Puis aujourd'hui, tu sais, quand il est devenu président de l'UFC en 2002, ils ont acheté l'UFC pour 2 millions, là, puis ils l'ont revendu pour 4 milliards après. Puis après ça, ceux qui ont acheté pour 4 milliards, ils l'ont réengagé encore parce que ça va être dur de le remplacer, mais qu'ils veulent s'en aller. Lui, il dit que moi, je ne suis pas prêt à m'en aller. Il va être encore là pendant plusieurs années, mais quand il va s'en aller, je ne sais pas qu'est-ce qui va arriver avec ce sport-là, pour moi. Ben, il y a beaucoup d'ambition. Avec cette organisation-là. Parce que, il faut faire attention. Le monde vient au gym, dit hey, j'aimerais ça faire des cours de UFC. On va s'asseoir, on va se parler, mon chum. L'UFC, c'est la compagnie. Le sport, c'est les arts martiaux mixtes. Ouais, puis c'est beaucoup de sphères dans les arts martiaux mixtes. On s'entend plusieurs styles également. Hein? Oui, exact. Tu parles de relation avec Dana White et tout ça. Puis c'est quoi ta relation avec Georges Saint-Pierre? Écoute, Georges et moi, on est des très bons amis. On était très, très proches pendant des années. On s'entraînait à la même place. Maintenant, lui, il est parti, mais moi, j'allais m'entraîner aussi, s'entraîner aussi. Mais tu sais, c'est sûr qu'à un moment donné, on ne vivait pas la même vie non plus. Là. Lui, il est devenu champion du monde, devenu millionnaire. Il était ultra
sollicité par l'UFC. Puis c'est pour ça qu'à un moment donné, il a pris un temps de pause. Après John Hendricks, il était brûlé. L'UFC l'a surutilisé pour la promotion. Honnêtement, c'est quand te rendre au top, c'est quelque chose, mais d'y rester, là, c'est encore plus dur. Là. Tout le monde est en train de te péter à la gueule, puis lui, il était là pendant 9 ans de temps. Là. C'est incroyable ce qu'il a réussi à faire avec ce sport-là. Puis, c'est sûr qu'à un moment donné, nos chemins se sont séparés parce qu'on ne vivait pas la même vie, on s'entend, là, dans ce temps-là. Fait que, mais Georges, ça a toujours été un bon ami à moi. Ça fait 30 ans que je le connais. Tout le monde me parle de Georges, mais pour moi, Georges, c'est encore. Je le vois encore à 18 ans, qu'on s'est battu au scratch à Laval, notre premier combat, tu comprends? Dans un ring, dans un gala amateur. Fait que, on a rentré à l'UFC en 2004, les deux, puis on a pris notre retraite en 2017 en même temps aussi. Fait que, pour moi, Georges, c'est pas la super vedette que tout le monde connaît. Pour moi, Georges, c'est mon chum, puis je sais comment il est, je connais beaucoup de choses sur sa vie que personne ne connaît aussi. Puis ça, je respecte ça. Puis pour moi, c'est le plus grand athlète qu'il y a eu dans ce sport-là. Puis je m'en suis inspiré beaucoup dans ma carrière aussi. T'sais. Ah ben avec raison, ça le n'est encore un grand athlète. Là, je le suis beaucoup sur les réseaux sociaux. Là, il se tient en forme, le GSP, honnêtement. Là, il est très, très en forme. Puis justement, pour continuer dans les arts martiaux, je regarde souvent la section des commentaires, mettons sur une publication des combattants UFC et tout ça. Puis vous, les combattants, vous avez une particularité avec vos oreilles. Ils sont un peu gonflés. Je sais pas c'est quoi le terme scientifique. Ça peut paraître niaiseux comme question, mais comment tu expliquerais cette particularité? Ben, ça s'appelle des oreilles de chou-fleur, les cauliflower ear. Dans le fond, c'est juste que les judokas, les lutteurs ont beaucoup ça aussi. C'est le frottement des oreilles. Soit sur le tapis ou sur les autres têtes. C'est pas nécessairement. Ou ça peut être des coups, mais c'est surtout plus le frottement. Puis à un moment donné, il y a de l'inflammation qui arrive dans l'oreille, puis il y a du liquide qui va aller dans ton oreille. Fait que là, faut que tu le draines avec une seringue, t'enlèves le liquide, puis ça va revenir. Un coup que tu l'as une fois, ça va revenir. Puis à force que le liquide rentre dans ton oreille, puis tu l'enlèves, bien là, ça va former du cartilage. Le cartilage va former justement cette espèce d'oreille de chou-fleur qu'on appelle. Donc, les oreilles viennent bien dures. Moi, mes oreilles ne plient plus. Là, sont bien, bien dures. Fait que, ça, à la fin de ta carrière, ben, ça s'opère. Si tu veux les rendre, si tu veux les revoir normal, ça se fait. Mais moi, ça fait partie de mon histoire, ça fait partie de mon ADN. C'est moi. C'est comme un petit trophée que je traîne à tous les jours avec moi. Fait que c'est ça. Je pense que ça dérange plus les autres que ça me dérange moi, là, honnêtement. Là. Mais c'est ça. Ça vient de cette particularité. Non, mais écoute, il n'y a aucun mal à être un marginal, honnêtement. Justement, comme tu l'as dit, ça ajoute ta petite touche personnelle. Donc, c'est bien parfait. On aime ça, nous autres. Puis à cette heure, maintenant, quand tu sors à quelque part, ben, le monde sont au courant que ces oreilles-là, tu les écœures pas. Ça a vraiment du bon. Ça fait ton charme. En plus, ça fait votre charme. Moi, une petite question de même aussi. Tu sais, je te regarde, là. Tu as plusieurs choses que tu fais en ce moment. Chris, tu trouves ton temps où? Parce que là, tu es dans Indéfendable, tu fais des conférences, tu as des entreprises, tu animes le UFC. Tabarnak, tu débordes, là. Tu débordes, là. Ouais, mais tu sais, tout ce que je fais, je le fais avec passion, mais je le fais parce que j'aime ça. Il n'y a rien que je fais dans ma vie que j'aime pas. Tu sais, je me lève le matin, puis je suis content de me réveiller le matin. Moi, je ne suis pas un gars qui aime dormir. Je trouve que c'est une perte de temps. Tu sais, j'aime pas faire la grasse matinée. Je me lève à 9h30, moi, j'ai perdu ma journée. Ça arrive jamais, là, tu sais. Fait que, moi, j'aime beaucoup ça. Fait que des fois que je perds, pas que je perds, mais tu sais, que je fais rien, ça n'arrive pas souvent. Moi, depuis 2004, je travaille autonome. Hein. Fait que, tu sais, c'est toujours, tu digues pour essayer de trouver les meilleures conditions possibles pour toi. Puis là, maintenant que j'ai une famille aussi, j'ai 2 enfants en jeune âge, fait que c'est sûr que pour moi, c'est encore plus motivant de faire ça. Fait que le temps, ça se trouve. Même ma femme, des fois, j'essaye de quoi? Je pars une nouvelle entreprise, j'essaye quelque chose, j'ai un nouveau projet. Elle me demande, ouais, mais tu vas prendre le temps où? Moi, le trouver, t'inquiète-toi pas. Mais jamais je vais empiéter sur mon temps de famille pour faire de la business. Ça n'arrivera jamais. Moi, la seule promesse que j'ai faite à mes enfants, c'est que je vais leur donner du temps. C'est le plus beau cadeau que je peux leur faire. Puis c'est ça que je fais. Moi, je suis vraiment un papa très présent. Puis
peut-être qu'on n'est pas loin de la même âge mental, mes enfants, puis moi aussi, là, mais il reste que je suis très, très là pour mes enfants, puis je suis là, puis tu sais, c'est important pour moi d'être là et leur montrer une belle exemple aussi. Tu sais, je m'entraîne encore tous les jours. C'est sûr que c'est moins sérieux que quand je me battais, mais il reste que j'essaie d'avoir une belle hygiène de vie sans leur imposer ça, mais ils le voient, là. Ils voient que leur papa est encore en forme. Ils voient que leur papa est capable de jouer avec eux autres pendant des heures et des heures, même si j'ai mal au corps. Peu importe. Pour moi, c'est important que tes enfants apprennent de tes comportements à toi. Oui, absolument d'accord avec toi. Oui, ça fait beaucoup dans nos valeurs. Puis, justement, comme Jeff il mentionnait, tu as beaucoup de choses, tu as beaucoup de projets. Je pense, puis tu peux me corriger si je me trompe, mais c'est depuis 2018 que tu as commencé à être acteur. C'est depuis 2018. Est-ce que ça a tout été sur ta to-do list durant ta carrière de UFC ou tu as été approché après ta carrière? Non, ben, tu sais, quand je me battais, j'ai fait une couple de caméos, là, tu sais, dans des séries. Je jouais mon propre rôle, j'étais pas mal bon là-dedans, je te dirais. Mais il reste qu'après ça, en 2010, j'ai aimé ça, là, les plateaux, j'aimais ça, tu sais, tout ça, puis comment ça se passait. C'est sûr que, tu sais, ça a toujours été un peu, je pense que ça a toujours été un peu en dedans de moi, tu sais, jouer des personnages, puis tu sais, jouer des super-héros, des affaires de même. Puis en 2018, justement, je suis retourné à l'école, moi, quand j'ai pris ma retraite, pour me former en acteur, tu sais. Je pense que le monde c'est un métier qui est très sous-estimé. Au niveau du jeu, c'est pas. Il y a beaucoup de petites subtilités, il y a beaucoup de choses que je ne comprenais pas, moi non plus, au début. J'ai beaucoup d'amis qui sont acteurs, puis ils me donnaient des conseils, puis ils me disaient laisse le texte travailler. Je disais OK, explique-moi donc ce que ça veut dire. Ils ne savaient pas, eux autres non plus. Je ne sais pas c'est quoi ça veut dire. Je ne peux pas te l'expliquer aujourd'hui, mais je l'ai compris, tu comprends ça? Fait que, ça vient avec l'expérience, puis toute la kid. Fait que pour moi, c'est ça. J'étais allé me former, puis. Je te dirais là, que depuis 2 ans, ça commence à très bien être. Puis cette année, en 2025, ça a comme explosé. Là, je viens de finir de tourner une série en tant qu'un des rôles principaux dans cette série-là qui s'appelle Alerte Pelletier, qui va être sur Illico en décembre prochain. Présentement, je suis dans Indéfendable dans un gros rôle qui a un procès qui est autour. Il y a dans le double jeu aussi qui est sur Crave. Une comédie policière qui est bien belle fun. Fait que, je pense que le monde aujourd'hui, il voit que je suis capable de jouer aussi parce que j'avais un casting qui était très dans une boîte. Là. C'est le gars tough, c'est le gars qui va jouer des policiers, des doormen, des gars de gym. Puis là, il voit qu'il me donne une chance de jouer d'autres choses, puis il voit que je suis capable d'aller dans différentes sphères. C'est ça qui est le fun. J'attendais que quelqu'un me donne une chance. Ils me l'ont donné. C'était à moi de pas fucker up, puis je pense que j'ai réussi. Puis Pat, je m'excuse, mais Alerte Pelletier, c'est un peu une suite d'Alerte? C'est un spin-off, dans le fond, Alerte qui est déjà sur les ondes de TVA présentement. Dans le fond, c'est un hors-série de 6 épisodes qui va avoir lieu, qui va être sorti en décembre, qui va être dans la saison morte, dans le fond, d'Alerte. Dans le fond, c'est vraiment une enquête à part qui est sur un féminicide qu'on essaie de trouver qui a tué la femme dans le film. Puis David Gilmour, l'acteur qui fait Pelletier, j'imagine qu'il est là aussi. Oui, Pelletier, c'est ça. C'est Pelletier qui s'en va en vacances dans un chalet, puis finalement, il n'y aura pas de vacances. Oh, j'ai hâte de voir ça. C'est ça. Assez, on va observer ça. Moi, il y a une question qui me brûle les lèvres, Pat, puis écoute, je voulais le garder on approche tranquillement vers la fin de l'entrevue, puis ça, pour moi, c'est la cerise sur Sunday. J'étais un grand amateur de Big Brother Célébrité. On sait que tu as fait la saison 4 l'année dernière. Tu parlais justement dans l'acting, tu vois souvent pas l'arrière-scène, tu as compris beaucoup de choses avec ça. Puis justement, les gens qui regardent Big Brother Célébrité, j'ai tendance à penser, je veux pas, j'entends, je vois les commentaires, les gens jugent beaucoup le comportement des gens qui participent à cette émission-là. Mais il y a beaucoup de choses qu'on comprend après les explications des participants, et ainsi de suite. Mais c'est une émission qui est prenante à participer, apparemment. Tu n'as pas été là jusqu'à la fin, malheureusement. Moi, je cheerais pour toi, mais Eve Salva a décidé autrement. Mais c'était quoi, au final, l'affaire la plus difficile de ce jeu-là? Parce que tu veux pas, tu côtoies des gens chaque jour, 24 heures sur 24, tu te fais des amitiés, puis à un moment donné, tu te fais trahir. Comment tu passes à travers ce cheminement-là? Tu dis que le monde juge beaucoup les comportements, mais il continue à l'écouter pareil. À un moment donné, effectivement, des choses, c'est comme whatever. Moi, je suis rentré dans ce jeu-là, puis
moi, j'ai été dans l'armée, j'ai servi en Bosnie en 2002. Tu sais, moi, être enfermé, puis tu sais, j'ai vécu des affaires bien pires que ça, que passer 15 ans dans une cage qu'un autre gars qui me pète à la gueule en avant. Là. Fait que, tu sais, moi, être en camp, tu sais, on était payé pour être là, manger ce qu'on voulait. C'était un jeu, tu sais. Puis moi, je l'ai vraiment appris comme un jeu. Tu sais, j'ai rien pris de personnel là-dedans. Puis j'ai eu du fun là-dedans. Puis, tu sais, même quand je me suis fait voler mes jetons, tu sais, j'ai ouvert le coffre, j'ai fait, ben non, tu me niaises. Puis je trouvais ça drôle. C'était comme, bon move. Tu sais, j'étais même bon move pour le jeu. Après ça, quand je l'ai dit à tout le monde, c'est sûr que je me suis mis une face de bœuf. Parce que je voulais voir qui allait réagir, qui m'avait volé. Mais je suis zéro fâché, là, pour vrai. Tu sais, la chose que moi, j'ai trouvé le plus rough, c'est sûr, c'est d'être loin de mes enfants, d'être loin de ma famille. C'est ça que j'ai trouvé rough. Puis, tu sais, la première semaine, ça faisait 5 jours que j'étais parti. Tu sais, j'étais patron, puis j'ai eu un appel. Puis, tu sais, j'ai cassé après 5 jours. Puis, on me disait, ça fait juste 3 jours qu'il est parti. Oui, mais moi, je pensais être détaché de ce jeu-là bien plus longtemps que ça. Je vais rentrer dedans après une semaine et demie. Après 48 heures, là, tout le monde se connaît le vie. Puis tout le monde, tu sais, c'est bizarre parce qu'il n'y a rien d'autre à faire que se parler. On est tous là-dedans. Fait que, tu sais, la connexion entre les gens qui sont là-dedans, ça se passe très vite, beaucoup plus avec certaines personnes que d'autres que tu connectes. Mais c'est prenant. Puis, tu sais, tu as tout le temps l'espèce. Le jeu n'arrête jamais. Tu sais, même quand il y a des journées que il n'y a pas de grosse captation, c'est captation légère, qu'il n'y a pas de jeu, qu'il n'y a pas de challenge ou qu'il n'y a pas de mise en danger, peu importe. Tu sais, il se passe fuck all. Fait que, tu sais, c'est long, là, tu sais, parce que, tu sais, il n'y a pas grand-chose à faire. C'est un coup que tu t'es entraîné 2 fois, tu as joué au ping-pong, il te reste encore 8 heures dans ta journée, tu es comme, OK, fait que tu jases au monde, tu parles, mais c'est ça. Fait que, tu sais, mais même à ça, le jeu n'arrête jamais parce que tu parles toujours à tout le monde, tu essaies de créer des alliances. Moi, j'étais allé là pour vrai. Ça faisait 2 ans qu'ils me demandaient de le faire. Puis j'étais comme, mes enfants étaient trop jeunes de 1. Puis d'après ça, je me disais, qu'est-ce que ça va m'apporter pour vrai? Puis mon gérant, mon gérant, puis Eric Young, qui est le producteur de ça, il s'est assis et il dit, garde, il dit, je pense que tu as besoin d'aller là pour que le monde normal te connaisse. J'étais comme, OK. Parce qu'au niveau sportif, tout le monde te connaît. Mais tu sais, monsieur, madame, tout le monde qui écoute justement les alertes, qui écoute Indéfendable, n'a aucune fucking idée t'es qui. Fait que si tu veux avoir plus de chance ou plus percer dans le milieu artistique en tant qu'acting, ce monde-là, il faut qu'ils te connaissent. Parce qu'il faut que les producteurs aient une justification de te mettre dans un rôle plus important pour dire OK, ouais, c'est vrai, lui, je l'ai vu. Fait que moi, je suis rentré dans Big Brother, je me suis dit, m'a joué à 100%. Je savais que je n'allais pas me rendre loin de la manière que je jouais, parce que moi, j'étais là pour avoir beaucoup d'airtime, j'étais là pour le côté papa, le côté ami, le côté joueur, le côté rassembleur. C'est exactement ça que j'ai fait. Moi, je suis rentré dans le show en étant Patrick de Predator côté, puis je suis sorti de là en étant Patrick de Papa Ours. Ouais. Ça a bien marché, je te dirais. Puis je suis sorti de là, puis j'ai été surpris comment que le monde était investi dans ce show-là, puis comment beaucoup de monde écoutait ce show-là. Première semaine, j'étais allé me promener au Prenant Saint-Bruno, puis les madames m'arrêtaient, puis Papa Ours, mon préféré, c'était beau de vous voir. OK, je pense que j'ai réussi ma mission pour voir. Ouais, puis tu sais, justement, comme tu l'as dit, tout le monde connaît pas de côté le Predator, mais là, tu sais, justement, on a appris à te connaître plus en tant qu'humain, puis je pense que c'est tout à ton honneur parce que tu as dégagé beaucoup de leadership, puis d'ailleurs, tu sais, justement, ça a l'air d'être une de tes principales qualités dans la vie. Puis, ce serait quoi ta vision du leadership? Parce que d'autres, c'est un concept qui nous rejoint beaucoup à Jeff et moi. Je pense que la meilleure qualité, pas juste d'un athlète, mais d'un humain comme tel, c'est de savoir bien s'entourer. Tu sais, je pense que c'est vraiment ça. Quand ça va bien, puis moi, je l'ai vécu, quand ça va bien, il y a beaucoup de monde autour, puis tout va bien. Mais quand ça va mal, c'est comme si tu allumes une lumière, puis il y a des caquerelles, là, ça s'en va tout. Tu comprends? Fait que, je pense que c'est un gros skills de savoir bien s'entourer, d'être sûr et certain que le monde qui sont autour de toi, qui sont là pour les bonnes raisons. Malheureusement, ça vient avec l'expérience que tu vois quand ça va pas bien, ben, le monde, ils s'en vont, puis ils disent « OK, c'est bon ». Puis tu apprends sur le tas là-dessus. Il n'y a pas de livre pour te dire « OK, c'est qui les bonnes personnes qui sont autour de toi ». Mais le leadership vient avec ça aussi. Puis je pense que moi, je suis un gars qui est ultra positif. Je suis un gars qui voit tout le temps le verre à moitié plein, pas à moitié vide. Puis si tu me dis « Ah, ça marchera pas, je suis pas sûr que ça va marcher », c'est sûr que ça va marcher. C'est sûr que je vais m'arranger pour que ça arrive. On m'a dit la même affaire de quand je me suis battu au UFC. On m'a dit la même affaire quand j'ai commencé pour être acteur.
moi, si tu me dis je ne serais pas capable de le faire, je vais être capable de le faire. Mais je pense que quand tu dégages ça, quand tu dégages le positif, quand tu dégages la réussite, même si je n'ai pas réussi tout ce que je voulais, je pense que ça va attirer le monde aussi, qui vont être capables de s'accrocher à toi, mais pour les bonnes raisons. Fait que, tu sais, avoir un bon entourage, c'est le monde qui va respecter tes décisions, même s'ils trouvent complètement folles. Puis eux autres vont être là quand ça va moins bien aller aussi. Ouais, Pat, Jeff? je te le dis, là, Pat, j'adore ton discours, puis je retiens de toi, avant qu'on se quitte, que tu es un grand leader, tu es un gars résilient, tu es un guerrier, tu n'as pas fait de commotion, si j'ai bien compris, puis tu as 50 millions en banque, si j'ai bien compris. J'aimerais ça te dire que j'ai 50 millions en banque, mais tu sais, l'argent, là, c'est relatif, pour vrai, puis je dis tout le temps ça. Tu sais, l'argent, je vais toujours être capable d'en faire. Tu sais, peu importe, mais le temps ne revient jamais. Fait que, tu sais, c'est pour ça que jamais je vais sacrifier du temps de famille pour faire plus d'argent. Tu sais, pour moi, c'est le temps que je vais manquer avec mes kids ou quoi de même pour partir une business puis pas être à la maison quand je reviens, pas revenir à la maison. Ça, je trouve ça rough d'un fois, mais ça arrivera pas. Tu sais, fait que, tu sais, tout le monde dit j'aime mieux pleurer dans ma Ferrari que dans ma Honda. C'est correct, mais moi, j'aime mieux pas pleurer du tout puis être heureux. C'est de même que je vois ça. J'adore. C'est un beau discours. Puis écoute, moi, ce que je demande souvent aux invités, c'est si, mettons, quelqu'un va te voir pour un conseil ou un genre de message que tu partages aux gens qui te côtoient ou en général dans la vie, ce serait quoi? Ben, ça serait de contrôler le contrôlable, honnêtement. Puis, ça gosse. Puis si ma femme était là, elle dit vas-tu fermer ta gueule avec cette phrase? Mais c'est ça, pareil, parce que ça t'enlève de l'anxiété, ça t'enlève des doutes, ça t'enlève de la nervosité. Tu sais, contrôler le contrôlable, c'est d'être prêt. C'est de connaître ta matière, c'est de savoir ce que tu fais, c'est de ne pas te faire pogner dans un coin parce que, justement, toi, tu les as tournés trop rond, ces coins-là. Fait que, moi, c'est la phrase qui a changé ma vie, honnêtement. C'est la préparation. Quand tu t'en vas quelque part, puis je fais des conférences devant des coiffeuses, je fais des conférences devant des truckers, mais c'est la même chose. Je me souviens, j'ai fait une conférence devant des coiffeuses, puis je disais, moi, je connais rien à permanente, là, on s'entend, là. Mais je disais, contrôler le contrôlable, là, ben, quand tu vas finir là, ta tête de ta madame, là, est-ce que tu espères que c'est la plus belle qu'elle a vue ou tu sais que c'est la plus belle qu'elle a vue? Non, tu le sais. Parce que tu connais tellement ta matière, tu sais tellement comment faire une fucking permanente qu'elle n'a jamais eu une tête de main, tu vas le savoir. Puis même si c'est pas vrai, même si elle a trouvé, mais parce que toi, tu connais ta matière, ben elle va le trouver que c'est sa plus belle tête, tu comprends? Fait que juste connaître ça, juste connaître ta matière, ça t'enlève tellement de doutes, ça t'enlève. Moi, je dors bien le soir parce que, tu sais, je peux pas régler je peux pas régler mes problèmes quand je me couche le soir. Fait que je me couche, je vais régler ça demain, je contrôle ce que je peux, me contrôler mon sommeil, that's it. Puis, savoir bien s'entourer. C'est ça, je pense que ça va ensemble aussi. Puis, faire les choses pour les bonnes raisons. Tu sais, je ne suis pas un coach de vie, moi. Là. Moi, quand je fais des conférences, je parle de mon parcours qui a fonctionné pour moi. Je suis capable d'accrocher 2-3 personnes dans la salle, j'ai fait ma job. Je ne suis pas ici je suis pas un gourou pour se dire, hey, faites ça, c'est la manière de faire. Ça, c'est la manière que moi, j'ai trouvé pour réussir, de revenir au sommet. Toutes les fois que j'ai été très, très bas, ça a marché pour moi. Ça peut marcher pour vous autres, tant mieux, mais ça, c'est mon parcours à moi. Puis si ça t'interpelle, ben tant mieux. Ben, c'est tout un message que tu viens de faire passer à nos auditeurs. Honnêtement, je suis sûr qu'ils vont apprécier, mon Pat. C'est très inspirant ce que tu viens de nous raconter là. Jeff? Hey Pat, je veux vraiment te remercier beaucoup. C'est maintenant l'heure de se quitter. Je suis triste parce que tu es tout un homme. Merci énormément des partages que tu es venu nous faire ici sur Les Meneurs. C'est vraiment, vraiment sharp de ta part d'avoir pris le temps, Pat. Merci beaucoup. Ben, merci à vous autres, les boys, puis je vous souhaite bon succès avec ce podcast-là. Ben, écoute, merci, Pat. Comme je dis, c'est un honneur. Tu reviendras. Je suis sûr que tu en avais d'autres à raconter. Je n'aurais pris plus. Ah, j'ai pas fini. All right, merci, Pat. Bonne journée. All right, bye, boys. Salut, Pat. Ah, sympathique, hein, ce pas de côté. Il n'y a pas tant l'air de prédateur de même quand on y parle, hein? Non, c'est tout un homme, puis son discours fit tellement avec Les Meneurs. Je suis vraiment content.
de cet Comme ça? invité-là. Cet invité-là. Hey, j'avais de la misère à Cet dire ce mot-là, invité-là. Kev. Mais tu sais, on a eu tellement d'invités jusqu'ici, puis ils sont tous inspirants. Ils ont Ouais. tous leur parcours à eux tu sais, on est choyés. On est choyés d'avoir de beaux invités comme ça, puis je suis content. Les meneurs, ben, on est déjà rendu à 22 épisodes. Wow, c'est colossal. J'espère que ça vous inspire, les abonnés. Maintenant, il est l'heure de vous annoncer que le chien a pissé devant mes yeux parce qu'elle jappait pour aller dehors, mais je peux pas aller la porter dehors, je suis au mic. Mais c'est la fois où mon chien était le plus tannant pendant que je tape. Elle jappait, elle hurlait, elle se promenait avec des bas dans la gueule des jeunes, elle a pissé en face de moi en me regardant. Fait que je suis un peu déséquilibré par ça, Kev, honnêtement, mais peu importe. M'a sauté tout de suite les pieds joints. Puis mettons Dustin Poirier. Ouais, ben écoute, je voulais trouver parce que avec la venue de Pat Côté, ancien combattant du UFC, je voulais faire quelque chose qui était tu sais, qui était en parallèle avec l'UFC. Fait que je suis allé avec Dustin Poirier, combattant MMA que j'admire énormément parce que pour de multiples raisons, premièrement parce que c'est un combattant qui a eu une très belle carrière. Ben tu sais, ça pas fini, on ne sait pas. Il s'est combattu en juin dernier, il a perdu contre Islam Makhachev. Puis c'est ça, il a perdu contre lui. Puis tu sais, il a dit potentiellement peut-être, il a comme laissé sous-entendre qu'il allait prendre sa retraite, mais là, on ne sait pas s'il va revenir. Je pense qu'il va revenir pour un combat significatif. Fait qu'on ne sait pas encore. Mais bref, c'est un combattant que je respecte énormément, non seulement pour sa carrière de combattant, mais aussi parce que c'est un gars de valeur, c'est un gars de famille, c'est un gars qui est extrêmement humble et respectueux, Jeff. Je sais pas si tu le connais, Dustin Poirier, là, mais si tu as la chance de l'écouter, ses entrevues, de la manière qu'il s'exprime avec les gens, c'est un gentleman, Dustin Poirier. Puis même si, mettons, tu sais, parce que des fois, ça fait partie de la game comme dans n'importe quel sport, il y a du trash talk. Ce gars-là, il va tout le temps finir par aller voir le combattant, le gars contre qui il s'est battu, puis il dit, gars, je m'excuse, c'était juste pour le show, nanana. Tu comprends? C'est un gars de valeur, Dustin Poirier, puis je voulais le mettre en valeur parce que justement, l'être humain derrière le combattant est encore plus impressionnant que le combattant. Fait que je tenais à faire une petite mention à Dustin Poirier parce que c'est un de mes modèles, honnêtement. Tu sais, j'essaie de m'inspirer de plusieurs personnes dans mon parcours de vie, puis Dustin Poirier en fait partie. Il m'inspire énormément, Jeff. Ben, c'est important pour aller chercher le meilleur de nous-mêmes, de s'inspirer ici et là de personnes, que ce soit des athlètes, des gens qu'on côtoie dans la vie de tous les jours, parce que un ami peut nous inspirer, tu sais, c'est comme ça. Là. On ne va pas s'inspirer seulement de gens qui sont connus ou d'athlètes connus ou de musiciens connus. Moi, je vais chercher mes inspirations à travers plusieurs, tu sais, dont toi, dont mon chum Christian Mapp, dont mon chum Francis Lortie. Tu sais, c'est un soupçon de tout ça qui crée une recette de la meilleure version de nous-mêmes, mon cœur. Ben exactement. C'est pour ça que je m'inspire de Dustin Poirier pour, en partie, pour bâtir la personne que je suis aujourd'hui. Fait que, merci à Dustin Poirier d'être la personne qu'il est. Puis mettons, Yellowstone. Tabarnak! Écoute, la série Yellowstone est sortie en 2018. C'est tourné au Montana, donc c'est vraiment de style cowboy. C'est bucolique, la vision qu'on peut voir, la façon que ça a été filmé. On voit les images du Montana, comment c'est beau. Chris, man, je capote. Depuis que je suis cette série-là, j'ai commencé la semaine passée. Oui, j'étais en retard. Oui, je n'entendais parler. Oui, c'était sur ma to-do list. Oui, je le savais que ça allait être bon, mais pas aussi bon que ça, pour vrai. C'est la meilleure série que j'ai écoutée de ma vie. Je parle de mon goût personnel. À moi, là. Tabarouette. C'est mon goût personnel, là. Kev, je te le dis, j'ai le goût de devenir un cowboy. Là, depuis que j'écoute cette série-là, man, c'est du country qui me caresse à tous les jours. J'ai le goût d'aller bouffer au restaurant, justement, qui s'appelle le Montana à Timmins, à 1h15 de chez nous. Je te le dis, ça vient me chercher. Je m'attache au personnage, je m'attache à la famille Dalton, je m'attache à plein d'affaires, mon gars. C'est une série que je suggère à tout le monde d'écouter. Parce que c'est une belle histoire familiale, même si ça peut être violent par bout, même si ça peut sembler dictateur par bout. Moi, je trouve ça incroyable comme série. Puis
tu comprends c'est quoi la vie de cowboy d'aujourd'hui. Parce qu'au Montana, ça se passe, je parle pas des meurtres qui se produisent dans l'émission, mais quand tu travailles dans un ranch, ça se passe pareil comme dans Yellowstone, que ce soit Montana, au Texas, peu importe. C'est cette vie-là que les cowboys ont. Puis mon chum, qui est camionneur, a traversé le parc de Yellowstone, puis il me dit c'est vraiment ça, la série. Ce qui se passe dans la série, c'est la vie de ces gens-là. C'est vraiment réel. Tu sais, lui est allé décharger, je crois, que c'est un tracteur, en tout cas, un élément comme ça de travail pour un ranch. Puis il dit, le gars qui est venu me voir, c'est un cowboy, pareil comme dans Yellowstone, qui t'indique où te placer pour décharger la machinerie et tout ça. Fait que, quasiment une bonne série. Elle me fait du bien en temps. On dirait qu'elle me rehausse, tu sais, de ce temps-ci. On dirait que je suis moins sharp, mais là, elle rehausse ma sharpnessité. Sharpnessité, un vrai anglophone, ce Jeff-là. Anglophone en esti. Bref, je suggère à tout le monde d'écouter cette série-là, même si tu n'es pas fan de cowboy, après ma barre, là, c'est excellent. Tu sais, pour moi, c'est un 9.8 sur 10. Tabarouette, hein? Rien de moins. Puis mettons en anglais, ce serait quoi? Jean-François Drouin? Jeff Dryan. Jeff Dryan, ok. Ça fait ça fait sportif pas mal, ou nom d'acteur. Jeff Dryan. On est cowboy, on l'est pas, Kev. Ben oui. En vedette, Jeff Dryan dans la série Yellowstone. Puis le jeu d'acteur est merveilleux. Je tiens à dire que c'est Kevin Costner qui joue le rôle vedette, qui tient le rôle vedette, et qui est producteur également de cette série-là. Puis ils ont fait aussi 1883 et 1923, qui vient récemment de sortir, qui sont les ancêtres de la même famille que dans Yellowstone. Donc, je vais écouter ça après Yellowstone, là, mais très attaché à Yellowstone, man. C'est vraiment une série là, palpitante. Puis, est-ce que Kevin Costner a une Whitney Houston dans ce film? Mais malheureusement, non. Il côtoie la gouverneure, mais sa femme est décédée il y a plusieurs années. Donc, il est vraiment centré sur son ranch, sur lui-même, sur avoir le pouvoir. Fait que, bref, non. Bon. Quelle série, gaga! Bon, certifié Jeff Dryan. Certifié Jeff Dryan. Puis, Pat Côté est certifié meneur. On va lui donner. Merci à Pat Côté d'être venu au meneur. Ça a été grandement apprécié. Kev, on a eu beaucoup, beaucoup de plaisir avec Pat. Son discours rejoint le brand Les Meneurs. C'est ici que j'ai hâte que les gens puissent l'écouter. Ah, moi aussi, puis honnêtement, merci encore d'avoir pris le temps parce que il y a un horaire chargé, comme on disait, là, fait que, tu sais, honnêtement, il nous a fait une méchante fleur en venant nous jaser au meneur, puis la claque, ça y est, Jeff, cette semaine, c'est toi qui vas l'annoncer. Ouais, je suis content parce qu'on a reçu des amis, on a reçu des sportifs dans le hockey, là, on a reçu Pat Côté, qui est un ancien combattant ultime. On va recevoir Clint Clavel, qui est une boxeuse. On aime ça toucher à plusieurs sphères qui nous passionnent. Là, on va recevoir le premier rappeur, Brian Myers, un gars de mon patelin de Rouyn-Noranda, qui est dans la game depuis longtemps, qui va venir jaser avec nous de son parcours comme rappeur, comme être humain. J'ai hâte. Ah, tabarnak, Kev! Ben oui, puis s'il y en a d'autres rappeurs qui veulent venir également, on est ouvert à tout le monde. Venez tous nous jaser si vous avez un cheminement personnel, un parcours inspirant ou une vision particulière du leadership. On vous aime tous. Venez nous jaser. Absolument, Kev, je désire. Je te remercie grandement encore une fois pour m'accompagner dans ce projet qu'est Les Meneurs. Merci aux abonnés, aux auditeurs, ceux qui nous écoutent, ceux qui commentent, ceux qui partagent. Vous êtes extraordinaires. Vous faites de nous de meilleures personnes, Kev. Ben, honnêtement, j'ai rien à ajouter là-dessus parce que c'était le discours le plus parfait que je pouvais entendre aujourd'hui. Fait que merci, Jeff. Je t'aime, mon frère, puis j'ai bien hâte de te rejaser la semaine prochaine dans l'épisode 23. Et LeBron James! Let's go! Merci, Kev. Je t'aime tout le monde. Ciao.